Morax. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et comme promis, on va bien terminer la semaine. On va parler musique, on va parler batterie. Et on est très très content de recevoir sur le plateau ce matin, de si bon matin, Monsieur Céron. Bonjour Céron. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là de si bon matin pour nous tenir compagnie quelques instants, pour nous parler bien sûr musique. On va voyager un petit peu dans le temps avec vous. Merci d'être là. Oh, ça va prendre du temps avec moi. Hein. Ah oui, écoutez, on prend le temps qu'il faudra, il n'y a pas de souci. En tout cas, bienvenue David Lothar, merci d'être avec nous aussi ce matin. On démarre cette aventure exceptionnelle. C'est vrai qu'il va falloir essayer d'aller vite. On en parlait en off, il nous faudrait presque 2 heures, voire plus, pour parler quand même de cette carrière. La légende quand même déjà, personnellement pour moi. L'amour fusionnel entre un homme et sa batterie, peut-être votre meilleur ami, vous lui pariez même à votre batterie 6, 7, 8 fois, 8 heures par jour en tout cas, plus de 50 ans de carrière. On va en parler avec vous, Céron. Votre première grande expérience, c'est lui. If you can just get your mind together. Comme mes parents m'ont bien Oui. mis dans la tête surtout de ne pas avoir de mauvaise fréquentation. Ouais. Quand j'ai vu le premier concert à l'Olympia à Paris d'Hendrix, quelle mauvaise fréquentation, parce que je me suis dit, je ferai ça. C'est ça que je veux faire. Ouais. C'est parti de là, en fait. Ouais. C'était en 67, c'était son premier Olympia. Vous étiez là dans cette salle. Il y avait quoi ? J'avais 14-15 ans. Ouais. Et puis il y avait Carlos Santana aussi, qui vous a beaucoup marqué. C'est ce qui vous a donné envie de faire. On avait envie de démarrer avec ça, avec vous, Marc Céron. L'envie de faire cette musique. Alors oui, Jimi Hendrix, 67, son premier album. Et puis, je parlais Carlos Santana, Barabas aussi. Mm-hmm. C'est tout ce qui est encore aujourd'hui, hein. Ouais. Tout ce qui a de l'énergie, en fait. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fort ou quoi que ce soit, mais tout ce qui évoque une énergie. Et toutes les sonorités, moi, qui me font voyager, c'est ça que j'ai voulu faire. En fin de compte, quand je fais, que ce soit un DJ7, que ce soit un concert, que ce soit un album, mon chemin que je me trace, c'est d'essayer d'essayer d'imaginer comment les gens vont voyager, de rester dans un univers de son, plus qu'une chanson, même s'il y a des mélodies et qu'il faut avoir tout ça. Et ces groupes comme Hendrix, comme The Cream, comme Santana, comme Chicago, comme Blood, Sweat and Tears, tout ce qui m'a nourri, c'était des ambiances plutôt que des chansons, je veux dire. Alors, pas péjoratif. Hein. Non, c'est sûr. On va voyager encore un petit peu dans le temps, si vous permettez, parce que écolier, moyen, on ne vous pas dans les cours. Hein. Et là, maman a une très bonne idée. Elle vous dit... mais qu'est-ce que je vais faire de toi ? Il faut bien que tu trouves quelque chose, mon cher Marc. Et si tu prends sur toi, je t'achète un tambour. Elle a dit tambour. C'était 2, 3, 4 ans avant. J'étais très turbulent et très physique. Et en fin de compte, je me faisais virer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, on m'a viré de l'école pendant une mise à pied de 8 jours. Et là, ma mère m'a dit, on n'a pas les moyens de te mettre dans une école privée. Comment on fait ? Et donc je savais pas quoi répondre, et elle a eu l'idée incroyable. Elle aurait pu parler de la trompette ou de l'accordéon. Elle me dit, écoute, si tu te tiens bien et tu te concentres bien à tes cours, à la fin de l'année, je t'offre une batterie. Quelle idée! À l'instant où elle m'a dit ça, c'était comme si je l'avais déjà eu, la batterie. Parce que toutes les musiques que j'entendais, tout le rêve que je me suis bâti, j'écoutais même plus les voix, quoi que ce soit, j'entendais le batteur, ce qu'il faisait et tout. Et donc j'ai été plutôt pas bon élève, mais au moins je me suis tenu. À la fin, c'était au mois de juin, en fin d'année scolaire, elle m'a amené dans le magasin pour me présenter une batterie. Et je me suis assis, et le vendeur a dit, mais il a tout compris déjà. Parce que déjà sur les mains, pendant un moment... J'avais pas besoin des baguettes, je prenais comment on se détache membre par membre. Oui, c'est une expérience que, encore aujourd'hui, regardez, je vous en parle avec passion, je peux vous tenir 2 heures avec. Papa, il voyait pas ça d'un très très bon œil, pas du tout, mais vous avez après été dans la coiffure, vous avez eu un diplôme avec mention.
tout à fait. Et là, il était content. Ah il était content. Il m'a dit, tu vas aller en salon et puis je vais te monter un salon de coiffure à 25 ans, est-ce qu'il y a ça? Mais c'est pas du tout ce qu'était le deal. Mes parents étaient divorcés, maman a tenu parole, moi aussi, pas toi. Donc je suis parti, j'ai fugué, au beau matin, j'ai cassé la fenêtre et quand j'entendais de la police, je me cachais parce que je me suis dit, mon père va peut-être... Et ça sert aussi d'avoir des parents divorcés parce qu'on dit, Alain, on est chez la maman ou chez le papa. Et il se passe des mois avant qu'ils s'en aperçoivent. Et je faisais pas l'idiot. Là, j'ai commencé le métier, à faire partie de groupes importants, accompagner quelques artistes, partir en gala. Donc, je gagnais ma vie. Et ça a duré un moment où ensuite je vais développer avant vous parce que je sais pas si vous allez aller dans les détails, mais jusqu'à un moment où évidemment je cherchais à l'époque, j'avais 17 ans et demi, et j'avais une copine qui était les premières amours, on peut dire, qui avait une chambre d'étudiants, donc c'était ma piole aussi, et en fin de compte elle se fait engager au Club Med. Et Gilbert Trigano invitait 2 jours avant que ce qu'on appelle les géos partent au club pour qu'avec les familles et les copains, et Gilbert Trigano à un moment donné donc j'accompagne ma copine, s'approche de moi, il me dit oh, il fait la tête lui là, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je dis maintenant vous me prenez ma copine, et il me dit pourquoi tu viens pas au Club Med? C'était assez simple à l'époque. Et je lui dis parce que moi je fais de la musique, vous faites pas de musique, et pourquoi vous mettez pas des groupes? Et il me dit, c'est-à-dire? Donc je lui dis comme ça, par l'instinct, je lui fais, si vous montez dans des 20 villages, 20 groupes, moi je me verrais bien les former, on fait un répertoire, on engage 20 bassistes, 20 claviers, bref, on construit le truc. Il lève le bras, il appelle un mec dans la salle qui me présente. Je vous la fais très courte, le lendemain, c'est bien d'accord, je l'ai fait, je suis resté 1 an et demi. Au Club Med en étant chef orchestre, un peu, c'est moi qui formais les groupes, qui les envoyais. Et pendant cette année et demie, j'ai sélectionné les meilleurs musiciens que j'ai trouvés de la place. Et c'est avec ça que j'ai formé le groupe Congas et tout est parti là. Et justement, on va arriver, parce que je l'ai dit, plus de 50 ans de carrière. Et tout part de là. On est en 1972. Extrait du tout premier album Congas, c'est 1974 là. Et c'est tout. Non, c'est 1972. Ce titre-là, 72, celui-là ? Ouais. Là, c'est votre plus belle école, Sharon. C'est là où vous avez tout appris. Ah, là, on s'en rend même pas compte. On fait 250 galas par an, on part au Japon, on part aux États-Unis. On est considéré en France comme le seul groupe français qui fait de l'inter. Après, il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Et puis au bout de 3 ans, on partait trop par le succès, trop dans la pop, trop dans le climat, faut aller rentrer dans les hit parades. Et j'ai dit à Eddie Barclay, qui en fait m'a donné ma chance. Oui, justement, Eddie Barclay, 18 ans, vous vous trouvez à Saint-Tropez. C'est-à-dire que donc je monte le groupe, Congas, on fait des répétitions, on compose quelques titres, d'autres on se fait un répertoire pour faire un show d'1 heure et demie. Et arrivé au mois de juin, toujours propice pour moi les mois de juin, je dis au groupe, tout le monde va en vacances, on se retrouve au mois de septembre, d'ici là je vais essayer de trouver un manager, un agent, maintenant faut aller sur la route quoi. Et puis je suis allé à Saint-Tropez en fait, avec une autre amie, et puis je me suis fait faire un tréteau pour rigoler. Je me suis dit, on va faire ça 2 jours sur un comment on appelle ça, pour mettre la batterie, quoi. Devant le Sénéquier, le podium. Avec 4 roulettes, et puis, et elle avait un chapeau melon, et devant le Sénéquier, sur le port de Saint-Tropez, à 19h, je m'amusais à faire des solos de batterie et tout, ça marchait, c'était une troupe. C'est venu aux oreilles de Eddie Barclay, qui est venu un soir, 2 soirs, 3 soirs. Et quand ma copine est passée devant avec son chapeau melon pour faire la manche, quoi, il a mis un petit papier, je vous attends, rejoignez-moi à table quand vous finissez. Alors je termine un truc, je lance ma batterie avec toute la ringardise qu'on peut imaginer quand on fait ça. Et je suis allé rejoindre à table Barclay qui m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu viennes déjeuner chez moi demain, j'ai une idée, il faut te former un groupe. J'ai une idée parce que tu as quelque chose, et si ça, et je lui dis, mais j'ai un groupe, viens demain, tu vas tout m'expliquer. Et je lui dis que j'ai un groupe et qu'il me donne ma chance au Papagayo, qui était le club mythique de l'époque. J'aimerais bien vous faire une audition avec mon groupe. Et donc je fais descendre le groupe, on fait une audition, on est resté tout le mois d'août. On a signé nos premiers accords, nos premiers contrats avec Barclay en fin août. Ça fait 52 ans.
J'ai jamais arrêté depuis. Et il y aura 2 percussionnistes de congas qui vont vous suivre ensuite pour la suite de l'aventure. Alors après, donc on se sépare, j'arrête la musique. Au bout d'1 an et demi, j'en peux pas, c'est pas possible. Ouais. Donc je me dis, je vais me faire un album juste pour moi, pour mes petits enfants plus tard. Pas de concession. Et je vais dans là où je vous expliquais tout à l'heure. Pour moi, c'est un univers musical. J'aime bien transporter les gens quelque part, tout du moins essayer. Et je fais un album de 16 minutes 30 de long, le premier titre. Et c'est pas répétitif, avec plein de développements, d'arrangements. J'aime les cordes de Barry White, les cuivres de Chicago, les percus de Santana. Enfin, je mélange tout. Je me fais plaisir. Et évidemment, quand je présente ça aux maisons de disques, ils me disent comment ça s'écoute. Déjà, cette batterie en avant, c'est pas possible. Ouais. J'ai beau leur dire, mais je suis batteur, je me mets en avant. Je suis pas chanteur, donc je me mets en avant. Mais ce gimmick de basse pendant 16 minutes, enfin bref, on m'a jeté de partout. On parle bien de ce titre-là. On parle de Love in C minor. Et le voilà. Tout à fait. On est en 76. Premier carton. Et après, personne ne veut. Et je me dis, je pousse le bouchon pour conclure. Je fais fabriquer des vinyles en Angleterre pour qu'il y ait marqué Printed in England derrière. C'est important, bah ouais. Et je vais voir des magasins en faisant du shopping, quoi. Ouais. En disant que j'ai un produit qui est une exclue que j'ai moi en France, mais qui vient de Londres. Il y avait ma tête sur les pochettes, mais les gens ne faisaient pas le rapprochement. Et c'est parti à une vitesse, c'est parti en 3 semaines, quoi, à une vitesse. Et un des gros magasins de Paris à l'époque qui s'appelait Champ Disque, qui était un peu l'endroit où tous les DJ d'un peu de partout venaient chercher des nouveautés américaines qui mettaient 6-8 mois à sortir en France par les majors françaises. Et je lui en dis 10 et 20 et 30. Et un jour il m'appelle, il me dit tu peux m'en laisser 300 et puis on fait les comptes à la fin du mois. Bien sûr. On laisse 300, il me rappelle 48 heures après. Et je lui dis, mais c'est pas possible, t'as pas tout vendu déjà en 48 heures. Il me dit non, mais j'ai un petit compte de magasinier qui s'est trompé. Au lieu de renvoyer des Barry White au grossiste à New York, il a renvoyé les tiens. Donc fais-moi en livrer 50, ça fera 350. Puis c'est resté comme ça. Sauf que quand c'est arrivé aux États-Unis, je ne le savais pas, j'ai mis 2 mois à le savoir. On n'arrêtait pas de me dire, dis donc, tu cartonnes à New York. Moi je faisais, bah ouais. Mais à un moment donné, il a fallu que je me rende compte de qu'est-ce qui se passait. Ouais. En fin de compte, c'est monté très très haut, très très vite aux États-Unis. On m'a même fait un cover, ce qui s'appelle une copie. Elle est un peu à l'identique. Parce qu'ils me cherchaient tous en Angleterre. Il y avait marqué Printed in England. Et moi, j'étais un Français banlieusard. Donc je suis allé aux États-Unis. Je me suis présenté à Atlantic Records. J'ai signé avec un gros contrat américain, parce que j'avais présenté aussi Love in C minor à Eddie Barclay. Il m'a dit, regarde, t'as tout cassé, t'avais un groupe génial pour faire ça, non mais tu te rends compte. Et bref, je signe un contrat américain, 3 millions d'albums, et puis voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et puis alors, aux États-Unis, il y a le studio 54 aussi, le studio mythique. Alors, c'était la période aussi. C'était une période. Andy Warhol, vous avez croisé tout le monde. Le nombre de soirées que j'ai pu passer, de matin, comme ce matin chez vous, mais sauf on avait loupé la nuit. Parce que dans les carrés VIP, comme dans tous les clubs, il y a des carrés VIP et on met en principe les vedettes. Donc, et là, on était un groupe de 4, 5, 6 jeunes mecs qui poussaient un petit peu les choses. Moi, par rapport à la batterie en avant, longueur de titre. Warhol, il mettait les photos, enfin les choses, les photos en négatif. Gauthier c'était Good qui découpait sa nana qui était Greg Jones en tranche. Prince qui se baladait comme ça. On était tous des tarés, quoi. Prince qui se baladait avec une cape et une épée. C'était un peu après. C'est un peu après là, ça. C'était 2-3 ans après. Là, je vous parle de 76, 17. Et en plus, du coup, j'ai joué très souvent au 54. Donc, on était un petit groupe on était la branche étude du moment. Et ça se finissait très tôt, très tard le matin. C'est une période où il y avait justement la guitare de Nile Rodgers, il y avait la grosse basse de Giorgio Moroder, et puis votre pied de rythmique, vous, Sharon. Ce sont les premiers ingrédients. Ce sont les Américains, ils n'ont pas tort. Hein. Point de vue des Américains. Du disco, en tout cas. Là, on part sur 11 minutes 30, un poil plus court ce titre, et il a été réalisé en une après-midi. C'est celui-ci. Science opened up the door. We would feed the hungry feet.
C'était une période où on osait 1977. tout. Pourquoi j'ai été mettre une Rolls? Ouais. On osait tout. Moi, c'était la confrontation entre l'argent. Ouais. Qu'est-ce qu'on allait devenir, ni homme ni humain? On est sur le chemin, hein. C'était les confrontations que j'avais vues dans ma tête. On n'allait pas loin, hein. Ouais. Mais c'était une période où on pouvait se permettre. On n'était pas dans les schémas. Et en plus, moi, j'ai eu une formation il fallait tout faire pour éviter de ressembler à l'autre. Ce qui est très, très différent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font tout pour C'est tout le ressembler à l'autre. contraire. Oui. Donc avec le brut de décoffrage, quand on a cette attitude, eh bien, il y a des conneries qui sortent. Puis avec le temps, ça se change, l'aperçu est différent. Donc j'ai vécu des décades et des décades où on me parlait de ce que j'ai fait il y a 20 ans, que je cachais presque, c'était pas ça que je pensais être le meilleur. Et c'est étonnant, quand on a une longue carrière, on voit les périodes se passer comme ça. Enregistré sur le Revox 4 pistes, à la base il devait s'appeler Meligator, c'est juste, hein? Au lieu de Non, ça Supernature. s'appelle- alors je fais un label pour sortir Ouais. mes vinyles. Ouais. Parce que quand je vais à Londres, chez Highland, on me dit quel label? C'est quoi un label? Donc on me dit c'est une société qui va s'occuper de travailler, de vendre ta musique. Ouais. Donc je fais un label qui s'appelle Alligator. Là, Alligator, il y avait un sens par rapport à Congas, par rapport à tout ça. Excusez-moi si je suis un peu long. Non, non, c'est très bien. Et donc le Vinci Minor devient un énorme tube aux États-Unis. On m'attaque évidemment parce qu'il y avait un petit label de jazz qui s'appelait Alligator. Non, Alligator. Alligator, ouais. Donc évidemment avocat, on me présente et qu'est-ce qu'on fait? Et l'avocat, mais comme ça, il me fait c'est quoi ton prénom? C'est Marc. Maligator, ça sonne. Je fais tiens, ça sonne. C'est comme ça est venu Maligator. Vous voyez, je vous dis c'est des. Ah ouais. Ça va donné de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et notre invité, c'est un vrai plaisir parce qu'on voyage dans le temps avec lui, il nous raconte beaucoup de choses. On voyage dans le temps parce qu'on parle à un passionné. Et les passionnés, je le dis toujours, c'est passionnant. Marc Serron, merci d'être là Et c'est bavard. ce matin. Et merci de nous partager ces moments parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de vous entendre raconter toutes ces belles histoires, ce parcours exceptionnel. Et là, franchement, ce voyage dans le temps nous fait du bien. Par les batteries, en plus, on adore ça, la musique et tout ça, forcément. Merci d'être là, Marc Serron. Merci à vous. je dois presque m'excuser parce qu'on doit faire des raccourcis. On est obligé de faire quelques raccourcis. Avec Sharon, c'est comme ça avec vous. Tellement que c'est passionnant, tellement que votre vie est remplie. Plus de 30 millions de disques vendus, de nombreuses récompenses. Et le live, c'est aussi toute votre vie. Là, on est sauf erreur à Versailles, c'est 2005. C'était 100 C'est 000 le personnes, Dance Party Live. c'était un truc de fou et j'ai deux raisons d'être vraiment fier et content d'avoir fait cet événement. Parce que c'était pas une date de célébration de 14 juillet que ce soit, c'est moi qui réussis à convaincre le maire, le ministère de la Culture, le préfet, ci et ça. Et en fait, Live Aid est venu le deuxième jour, donc sur la même production. On s'est arrangé après ensemble. Il a fallu simplement que je convainc le maire, le préfet, le ministère de la Culture, enfin tous ceux qui m'avaient fait confiance. On peut rester une journée de plus, c'est pour le Live Aid qui ne trouve pas c'était les guéguerres entre la gauche et la droite à l'époque en France. Donc il y avait un peu, c'était délicat. Et Jacques Lang, avec qui j'ai une très très bonne relation depuis qui m'avait donné à faire d'ailleurs le bicentenaire en 89. On a toujours gardé de très bonnes relations. M'a demandé si j'avais une idée. Je lui ai dit écoute, viens sur ma scène. Donc il a fait venir Bob Geldof, on s'est arrangé et le Live Aid a été sur cette scène-là. Sinon il n'y avait pas de Live Aid à Paris cette année-là. Donc je suis assez content. Pour les 20 ans justement de Live 8, c'était les Live 8 en tout cas. Et puis à Tokyo aussi en 1991 pour fêter le lancement de la première télévision satellitaire du Japon. Énorme show également. Enfin, rien n'est trop gigantesque pour vous, Sharon, on a l'impression. Hein. Écoutez, après, je suis surpris des fois moi aussi, hein, parce que chaque, pas décade, mais chaque changement de génération, évidemment, quand le CD est arrivé, par exemple le numérique, ça m'a redonné parce que tout est ressorti en CD, je veux dire, c'est bien que j'ai passé ma scène à être en scène, mais à être en image, en public, c'est des périodes qui m'ont, comme exactement par exemple il y a 10 ans quand on m'a dit tu devrais prendre les platines, tu ferais des gros festivals, et là j'ai presque été vexé en disant attendez, ça va pas, les gens vont croire que je finis ma carrière en faisant des cachetons, c'est pas possible. Je venais de faire Montreux
Montreux devant 6000 personnes, donc non. Mais j'évite d'être bloqué comme j'ai eu la belle leçon avec ma mère, qui m'a offert la batterie. Et j'ai commencé à penser, tiens, si je devais le faire, comment je m'y prends ? Et j'ai trouvé le truc, et c'est incroyable parce que depuis 10 ans, je fais les plus gros plus gros festivals à travers le monde, et que je n'aurais pas pu faire en live. Ouais. Et alors bien sûr, maintenant on me demande du live. Alors dans mes sets, j'arrive à intégrer un peu de batterie, des musiciens, mais c'est assez fou. Oui. Vous avez toujours votre première batterie, parce que vous en parlez souvent. Vous l'avez gardée, votre batterie ? Non. J'ai dû en avoir 200. En tout cas, ouais, je pense. J'ai dû en avoir 200. Vous savez, quand on est musicien et que... Surtout quand on est international, les marques, les nouvelles marques à chaque fois viennent vers vous et vous l'offrent aussi et ça. C'est comme ça qu'est venu Supernature d'ailleurs. L'album, mon 3e album était fait. Le single premier devait être Give Me Love, qui a d'ailleurs été aussi un hit. Et, mais on m'a envoyé un carton. À l'intérieur, il y avait un synthé qui s'appelait un ARP Odyssey. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et l'accident a fait, comme vous disiez tout à l'heure, je l'ai fait en un quart d'heure. Oui, l'idée, le concept, la direction sonore, c'est devenu en une journée. Ouais. Mais après en prod, parce qu'aujourd'hui, quand on entend les séquenceurs qui font tac 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 tac, c'est un bouton. À l'époque, c'était ta 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 ta, donc il fallait passer la musique en demi-vitesse. Je vous dis pas la difficulté. Ouais. Aujourd'hui, on appuie. Et vous receviez justement tous ces ARP Odyssey, tout ça, parce qu'ils voulaient également être crédités, en fait. Ceux qui vous offraient ça, vous voulez être crédités sur la pochette. La moindre des choses, on me demandait, mais c'était très facile de les créditer, parce que cet Odyssey ARP a révolutionné un petit peu tous les synthés qui sont arrivés, c'est devenu gigantesque. Oui. C'est devenu le son d'aujourd'hui, d'ailleurs. C'est ça, c'est clair. Effectivement. C'est aussi d'innombrables collaborations. Jimmy Page, Manu Dibango, Bob Sinclair, Bette Ditto, et puis aussi les Allemands de Purple Disco Machine. Bah oui. Ouais. Il traverse les générations quand même. Il est toujours là. Et même s'il il revient quand même. J'ai jamais eu de plomb. J'ai eu beaucoup d'opportunités. Ouais. Et j'essaye d'être à la hauteur. Ouais, c'est ça. Et toujours. J'essaie d'être à la hauteur, comme... alors, il y a des principes pour adapter ça. Par exemple, on me dit souvent que ce soit un DJ set petit ou devant un festival où on sait qu'il y a 30 000 personnes qui vont être là, qui vont reprendre Give Me Love et ici et ça. C'est pareil, j'ai le track tout le temps. Et je dis, et toute mon équipe pourrait vous le confirmer, à chaque fois je dis, bon, c'est la fin, ça va s'arrêter là bientôt. Là, on y va, quoi. Et j'ai un track fou, et le jour où j'ai plus ce track, j'arrête. Vous arrêtez. La jeune génération, vous êtes encore loin d'arrêter, j'ai l'impression en tout cas. La jeune génération, c'est eux qui vous demandent de venir de travailler avec vous finalement. Hein. Ils ont envie de... J'oserais pas, moi, d'appeler XY, faire, bien sûr. Ouais, ils sont là. Et puis, vous êtes reconnaissant aussi, j'ai pu voir dans des interviews, reconnaissant envers eux. Je se passe, par exemple, Purple Disco Machine, quand Tino, il s'appelle, quand il est venu à moi, il m'a demandé l'autorisation d'un sample, parce qu'on autorise ou pas. Et donc, j'ai demandé d'écouter. J'ai écouté, j'ai fait, tiens, pas mal. C'était un pont d'un titre qui s'appelait God to Have Him, que j'ai fait avec un de mes bons collaborateurs, Don Reg, qui nous a quittés d'ailleurs, où il a été chercher ce truc. Et je lui ai répondu, non seulement je t'ai dit oui, mais moi j'ai toutes les pistes séparées. Donc laisse-moi te proposer quelque chose, on va refaire une batterie au son d'aujourd'hui, je te renvoie. Je lui ai renvoyé, et de toute façon ce sera le même prix, on va faire 50-50. C'est ça. Et il revient vers moi, il fait, c'est incroyable, est-ce que je peux y aller ? Et on fait une coprod. J'ai dit, évidemment on fait une coprod, sinon tu vas prendre que le sample. Et c'est comme ça que les choses se font. Et après, il est venu me rejoindre à Paris et on a fait, ça a très bien marché. Une autre collaboration qu'on aime également, c'est avec Marc Lavoine. Toi qui as le cœur lourd, mon amour, est-ce que tu m'aimes toujours? Moi, je suis fait pour toi, mon amour. Lovebox, Marc Lavoine, ça c'était en septembre 2023, on adore ce titre sur M. Et moi j'adore ce mec. C'est génial aussi. Alors lui c'est pas forcément la jeune génération, mais il est là, il vous suit aussi. Aujourd'hui on travaille différemment, l'industrie musicale elle a quand même bien changé, on est à 70 000 titres par jour en streaming, 70 000, le vendredi c'est 120 000, hein. On fait le calcul, par rapport à les débuts on parlait de 73, elle a changé.
radicalement. Complètement. Ouais. Complètement. Et il y a toujours des retours un petit peu. Ouais. Parce qu'au bout du bout, il y a quand même quelqu'un qui délivre, qui a du talent. Ouais. Alors, c'est passé par les années 80 où, je dirais, 20%, 25%, on avait des personnages, qu'ils soient hommes ou femmes, et je ne citerai pas de nom, c'est pas eux qui chantaient, c'était derrière, en fin de compte, c'était de la vente de caramel. Alors qu'aujourd'hui, c'est très facile de faire de la musique. Vous avez des petits ordi qui valent 200 €. D'un seul coup, il sort un son. On est influencé d'un truc d'un autre artiste. On va le prendre, on va le modifier, comme ça, il ne le reconnaîtra pas. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, le moindre artiste, s'il n'a pas sur scène quelque chose qui fait que on s'intéresse à lui, impossible. Et là, il y en a très peu. Alors qu'on a passé 20 ans, on n'avait pas besoin d'avoir des artistes sur scène. Aujourd'hui, la scène, c'est elle qui dévoile. Moi, je sais que j'ai commencé par la scène. Quand j'en parle des fois avec Marc, quand j'en parle avec plein d'autres artistes, qu'ils soient français ou américains, c'est la scène. C'est qu'à un moment donné, un artiste, c'est sur scène que ça se passe. Il fait de la musique, il fait des enregistrements, pas pour faire savoir, sinon ils vendent pas de billets, donc il fait pas de scène. Mais la vérité, la vérité, comme je dis, au bout du bout, il faut arrêter le bluff. Il y a un moment donné, il ne suffit pas simplement faire du son et de la musique. Beaucoup plus que ça. Un artiste, c'est beaucoup. La preuve, c'est qu'il y a plein d'artistes qui ne composent pas. Ils vont chercher des grands compositeurs. Par contre, quand ils intègrent la chanson, qu'ils s'accaparent le titre et qu'on le voit sur scène, c'est ça un artiste. Céron, en tout cas, la fête continue parce que vous avez sorti également Céron by Céron. On va s'écouter un extrait. Alors ça, c'est un set. Ça. On va en parler justement. Un set d'1 heure et 1 minute. Ouais. C'est juste, hein? Oui, plus ou moins. Je suis toujours comme ça. Ça, c'est un set. Qu'est-ce qui vous a... En fait, vous avez dit quoi? Je veux remixer les titres, je veux les reproduire. Alors, quand je suis passé en DJing, en fait, à partir du moment où j'ai un peu une caverne d'Alibaba, j'ai des 7, peut-être 1000 titres où j'ai toutes les cordes, les cuves, j'ai tout. Donc sur un appareil qui s'appelle la Bolton, qui est une platine, j'ai bourré de samples. Je me suis fait des modules avec mes titres originaux. Mais je peux mettre la base de Give Me Love sur Supernature ou de Je suis musique et ça fonctionne sur scène. Donc je suis arrivé à faire un nouveau son de mes musiques et de mon catalogue avec le public en fonction de leur réaction. Et on m'a dit mais tu devrais faire un set pour que les mecs chez eux ils se font 1 heure de Céron quoi. Ils se font un set à domicile. Et en fin de compte c'est la musique que je joue sur scène. C'est 1 heure et 1 minute de ce que je joue sur scène. Normalement ça dure 1 heure et demie. Un album en tout cas pour la consécration de vos 50 ans. Vous parlez de la scène, Montreux, la Suisse, le rapport avec ce pays, la Suisse, quelque chose de particulier avec ce pays? Des bons souvenirs, des belles anecdotes Je connais pas bien. Vous avez parlé de Montreux. Ma femme me disait, tu sais qu'on a quand même dormi dans 33 hôtels différents en 2023. Je tourne beaucoup. Ça n'arrête pas. En décembre, j'ai fait Dubaï, j'ai fait la Géorgie. Et la récompense, j'ai fait un concert symphonique à Nice le 3 novembre dernier. On était 50 sur scène. En fait, tout mon catalogue, il y a toujours plein de cordes, plein de cuivres. On l'a fait en live. Ça a été un magnifique succès. Du coup, ça m'a déclenché une nouvelle tournée qui est en train de se mettre en place. Donc, on est encore parti de 3 ans en symphonique, à l'opposé du DJ. Céron by Céron, disponible évidemment partout, également en double vinyle, ça je vous le recommande. On vous suit bien sûr sur les réseaux sociaux et puis sur céron.net. Qu'est-ce qu'on fait? On prend rendez-vous pour les 60 ans? Moi j'ai à la limite on prend l'agenda puis on se fait rendez-vous pour les 60 ans de carrière. Et on prévoit 2 heures d'émission alors. Je me permettrai pas, j'ai pas cette ambition-là. Non. Moi j'ai l'ambition de vivre bien heureux et d'être au top aujourd'hui. Ouais. Hier c'était hier. J'en profite un peu, ça ouvre des portes évidemment. Ouais. Mais je cherche pas non plus à les défoncer. Je suis vraiment un peu la feuille qui se laisse porter. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand j'entendais que j'étais gosse, quand on sera vieux, quand on mourra, on ira au paradis. Moi, j'avais des parents qui me disaient « T'es au paradis aujourd'hui. Chaque matin, quand tu te réveilles, merci. » J'ai gardé ça et c'est ce que j'inculque aussi à mes enfants, ce que j'essaye. Mais c'est aujourd'hui le paradis. C'est pas demain.
Merci Vous allez pour dormir longtemps demain. On va bien dormir. Merci pour cette Merci, passion, Siron. cet héritage. Merci Siron, en tout cas. Merci à vous, c'est gentil. Et on espère à très très bientôt. Et encore une fois, merci d'être venu nous trouver ce matin sur M et sur Canal+. C'était un plaisir. Vive la batterie et vive la musique. Absolument. À bientôt. Au revoir.